Merci beaucoup. En fait, je m'étais dit qu'après le clip, c'était bon, presque. Hein. Je pouvais presque zapper mon discours d'investiture, mais c'est un discours d'investiture. Et vous l'avez vu dans le petit clip, vous imaginez mon émotion de voir le visage de François Mitterrand, de voir celui de Lionel Jospin, de voir celui de Ségolène Royal et de François Hollande, celles et ceux qui m'ont précédé dans la candidature aux élections présidentielles, celles et ceux qui ont représenté notre famille politique aux élections présidentielles, avec quel succès et avec quel bilan d'ailleurs. Et c'est pour moi une immense émotion d'être ici, à cette place, aujourd'hui, avec mon histoire, ma trajectoire qui croise pour beaucoup d'entre vous la vôtre, qui s'est nourrie de la vôtre et qui m'amène à devoir, au nom de la gauche, représenter les intérêts de celles et ceux qui ont le moins, celles et ceux pour qui la vie n'est pas facile, celles et ceux qui constituent cette majorité sociale que nous avons toujours voulu, dans toute notre histoire, représenter et qu'il me reviendra non seulement de représenter, mais je l'espère, de porter au pouvoir en mai prochain. Alors, je voudrais adresser quelques remerciements. Je commencerai par le premier secrétaire du Parti socialiste, Jean-Christophe Cambadélis, qui a organisé avec Thomas Klein, qui a présidé la haute autorité, ce magnifique exercice qui a été celui des primaires. Cela donne une force incomparable, une légitimité démocratique incomparable, celle d'avoir été choisi par le peuple de gauche. Peut-être certains y trouveront-ils que c'est une fraction encore trop réduite du peuple de gauche, mais c'est une composante du peuple de gauche qui s'est déplacée aux urnes et qui a choisi de démentir tous les pronostics, de s'impliquer, de s'investir et de choisir parmi 7 candidats que je veux saluer, Manuel, Arnaud, Vincent, Sylvia, François et Jean-Luc, pour la campagne que nous avons offerte, qui a été, comme toutes les campagnes politiques et démocratiques, parce qu'elle était engagée et que chacun d'entre nous voulait avoir l'honneur qui est aujourd'hui le mien, qui a été une campagne, je crois, extrêmement riche. Et s'il est un acquis collectif qu'il faut que nous conservions précieusement aujourd'hui et qui est le fruit de cette campagne, je veux le dire à cet instant, cet acquis pour moi, c'est que nous avons démenti ce qui devait être le paysage de cette campagne présidentielle. L'identité nationale et l'islam comme obsession pour certains, et des objectifs en matière de politiques économiques qui étaient si réducteurs qu'ils ne se résumaient qu'à un objectif de réduction de la dépense publique. Nous avons fait quoi? De la question sociale, de la question écologique, de la question de la maîtrise des transitions qui nous concernent, du futur de nos enfants. Nous avons fait du futur de ces enfants la question centrale du débat politique. Et aujourd'hui même, quand je vois, je reviendrai tout à l'heure, mais le candidat de la droite, s'il le reste encore quelque temps, mais je le prends, et je prends même ceux qui lui succéderaient avec plaisir. Mais quand on voit le candidat de la droite, d'autres candidats plus hybrides, aujourd'hui, se positionner par rapport à quoi? Par rapport au chemin que nous avons ouvert, sur le travail, sur le modèle de développement. Et ils devront répondre si aujourd'hui, oui ou non, ils acceptent les transitions qui arrivent, les métamorphoses qui bouleversent la vie de nos compatriotes, ou s'ils veulent simplement prolonger de quelques années un modèle qui s'est déjà éteint. Ce sont ces choix-là qui seront au cœur de l'élection présidentielle. Et je veux remercier le premier secrétaire du Parti socialiste. Je veux remercier la haute autorité d'avoir organisé cette primaire parce qu'elle a fait éclore ces sujets qui aujourd'hui s'imposent dans le débat présidentiel. Je veux aussi saluer les membres du gouvernement qui sont là. C'est pour moi il y a beaucoup d'anciens collègues que je connais bien, mais c'est pour moi aussi une grande chance de vous avoir ici. J'en dirai un mot parce que ce qui paraît, je suis très attendu sur le bilan. Donc je dirai tout à l'heure comment je conçois évidemment ce bilan et tout ce que nous avons fait de positif qui est incontestablement un acquis à partir duquel se propulser, mais l'essentiel est pour moi évidemment de regarder l'avenir, ce que nous avons à dire aux Français pour les 5, 10, 15, 20 ans qui viennent. Merci en tout cas d'avoir été là, merci aux parlementaires, merci aux élus et merci aux citoyens nombreux que nous avons invités à cette investiture et qui nous donnent, et qui sont même la condition de la victoire en mai prochain.
Je voudrais adresser plus particulièrement un message aux 5 auteurs, 6, puisqu'il y avait un binôme, des cartes blanches que vous avez vues tout à l'heure. Pour moi, l'essentiel n'est pas là, mais beaucoup, et dans ce qu'ils ont dit. Dans ce qu'a dit Dominique Méda sur le travail et en pensant justement ce que sont les transformations qui viennent et sur lesquelles je reviendrai, et la manière dont nous devons penser le partage du travail de façon à ce qu'il ne soit pas aussi inégalitaire que nous le trouvons aujourd'hui entre ceux qui ne travaillent pas, ceux qui travaillent, et parmi ceux qui travaillent, ceux qui sont malheureux au travail, quand d'autres sont heureux au travail, et vous parle de la société du travail. Et le choix qu'elle a fait de se propulser, de nous offrir des scénarios qui sont des scénarios possibles, fait partie de ce futur désirable que je veux mettre en œuvre, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Merci aussi à Julia Cagé pour le formidable plaidoyer qui a été le sien pour le revenu universel d'existence. J'étais en train de me dire que tu étais presque prête pour passer de l'autre côté... Je ne sais pas si c'est du bon côté ou du mauvais côté de la force pour ce qui te concerne, mais bon, en tout cas, c'était vraiment remarquable. Merci à Elisa et Romain, ils m'ont aussi beaucoup accompagné avec ce coup d'État citoyen qu'ils appellent de leur vœu. Ce n'est pas un coup d'État guerrier, conflictuel, ce n'est pas brutal. C'est simplement le retour à cette idée très belle. Je me souviens de François Mitterrand qui disait « Mon objectif, ce n'est pas de prendre le pouvoir, c'est de vous le rendre ». Eh bien, c'est ce que nous allons essayer de faire dans les semaines et les mois qui viennent, rendre le pouvoir à ceux qui, dans cette République, aspirent à l'exercer pour les décisions qui les concernent. Merci à Patrick Veil pour le rappel. Sur la laïcité, c'est curieux qu'on ait ce genre de rappel à faire, mais tu as tout dit. Et dans cette loi qui est probablement une des plus belles, sinon la plus belle loi de la République, la loi de 1905, parce qu'elle nous permet... Elle nous permet de vivre ensemble, et je citerai d'ailleurs sur cette loi de 1905 une très belle phrase de François Hollande qui disait « La laïcité, ce n'est pas un dogme de plus, ce n'est pas la religion de ceux qui n'ont pas de religion, c'est l'art de vivre ensemble. » Et c'est ceux-là qu'ont combattu la droite et l'extrême droite en 1905. C'est ceux-là qu'a fabriqué la gauche en 1905, et c'est le legs que nous portons et que je porterai avec beaucoup de fierté. Merci à toi, Patrick. Puis je voudrais saluer évidemment Jean Jouzel qui a parlé avec rigueur, éclat aussi de ce qui est pour moi devenu une question centrale, celle de l'impact de l'activité humaine sur notre cadre de vie, la manière dont la biodiversité aujourd'hui est menacée, la façon dont la planète se réchauffe, la façon dont ces menaces aujourd'hui pèsent sur les conditions d'existence de nos enfants, et la capacité qu'ils auront, eux, à faire des enfants demain dans une société qui ne soit pas troublée par le désordre, la violence, les injustices nées justement du fait que nous n'aurions pas choisi de maîtriser les conséquences de nos modes de production et de nos modes de consommation sur la planète. Moi, je veux dire que c'est pour moi une grande fierté de vous avoir eu dès aujourd'hui à mes côtés, parce que cela irrigue largement le projet politique que je veux porter jusqu'en mai et au-delà à l'Élysée avec une majorité pour gouverner et changer la France. Merci donc à vous. Merci donc à vous vous six, pardon. Et je voudrais terminer par deux remerciements particuliers pour deux femmes. L'une a ouvert ces débats, Anne Hidalgo. C'est pour moi une immense maire de Paris. Elle est un exemple pour beaucoup d'entre nous. Elle est courageuse, elle est tenace. Et surtout, je veux lui dire, et c'est ce qui fait ma fierté quand je parle d'elle, chaque fois que c'est dur, chaque fois qu'elle doit faire face à une adversité qui est portée, manipulée par des lobbies puissants, privés, qui n'aspirent qu'à une chose, c'est que rien ne change. D'ailleurs, en ce moment, c'est un peu l'humeur du temps, une sorte de doctrine du guépard qui inspire peut-être d'autres candidats. Tout change en surface pour qu'en réalité, rien ne change derrière. Et on les voit les jeunes guépards. On les voit les jeunes guépards. Les créatures du système qu'une habile manipulation transforme soudain, par la grâce peut-être, en grand transformateur. Moi, je n'y crois pas et j'y reviendrai peut-être un tout petit peu aussi tout à l'heure. Je voudrais aussi dire
à Christiane combien démarrer cette campagne avec elle est pour moi un immense honneur. Tu es notre fierté, ça tu le sais déjà, mais moi je veux te dire ici, puisque en ces occasions il faut dire, que je suis très fier d'être ton ami et que c'est pour moi quelque chose d'extrêmement précieux que tu sois là aujourd'hui en particulier. Alors, je voudrais commencer en évoquant la responsabilité immense qui est désormais la mienne, celle pas simplement de rassembler notre famille politique, de rassembler au-delà toute la gauche, de rassembler des citoyens autour d'un horizon nouveau, et puis de nous porter à la victoire en mai prochain. Merci à ce qu'a dit Jean-Christophe tout à l'heure pour dire que quelque chose a changé dans l'humeur et depuis quelques semaines, ou quelques jours. Nous étions relégués à devoir constater qui allait pouvoir se qualifier au second tour, un second tour dont nous étions exclus par définition. Et d'ailleurs, les commentateurs nous regardaient avec cette posture de ceux qui savent, les importants, vous savez, pour acter le fait que le Parti socialiste, son candidat, le candidat de la Belle Alliance populaire, le candidat qui serait sorti de cette primaire, n'aurait aucune chance d'être au second tour de l'élection présidentielle. Non seulement, d'ores et déjà, ces faits sont démentis, mais je peux vous dire que tout ce que je perçois, partout où je vais, partout où nous allons, montre qu'est en train de se lever un vent, un mouvement, une aspiration à nous tourner vers l'avenir, qui va une fois de plus démentir tous les pronostics, je vous le dis. Mais je voudrais commencer par la première tâche qui est la mienne et qui l'a été dès le soir des élections, du résultat du second tour des primaires. Rassembler. Rassembler les socialistes et rassembler la gauche. Je veux dire ici que c'est pour moi extrêmement important de voir les représentants de tous les candidats qui ont postulé à cette primaire présents dans cette salle. Je veux saluer Luc Carvounas que je vois là-bas, je veux saluer évidemment Guillaume Bachelet, je veux saluer Christophe Borgel, je veux saluer Didier Guillaume que j'ai vu, je veux saluer, bref, je ne vais pas vous saluer tous parce qu'en fait comme vous êtes de toutes les familles ça va être un peu compliqué, mais je veux dire que c'est très important pour moi. C'est très important pour moi parce que cela me donne de l'élan, cela me permet de me propulser et de me propulser vers d'autres rendez-vous. Car je ne conçois pas demain que le rassemblement se réduise à un accord d'appareil. Et je veux le dire à toutes celles et ceux qui voudraient nous amener ou m'amener sur ce terrain-là. Il me semble aujourd'hui que ce qui a fait la force de cette primaire, c'est qu'elle a débordé largement le cadre des associations, des groupes, des appareils, pour montrer quoi? Qu'il existe une gauche féconde, qu'il existe une gauche collaborative, qu'il existe une gauche horizontale, coopérative, qui prend des initiatives sans attendre que les appareils prennent des décisions, qui ne rejette pas les partis politiques, mais qui n'y adhèrent pas forcément, qui ne rejette pas les mouvements politiques, mais qui aspirent à voir plus haut, plus loin. Et cette gauche-là, c'est celle que je veux, pour commencer, rassembler, parce qu'il me semble que c'est elle qui montre la voie. C'est elle qui nous indique ce que sont les solidarités qu'il faut construire. C'est elle qui nous indique le type de citoyenneté avec laquelle il faut que nous nous réconcilions et qui donne toute sa place aux citoyens. C'est elle, cette gauche, qui nous montre quel est le geste naturel, hospitalier que nous devons avoir à l'égard des migrants plutôt que de les choisir, de les sélectionner, de les trier comme le propose la droite et l'extrême droite et au bout du compte, de leur fermer les portes. C'est cette gauche-là que je veux rassembler par priorité. Et quand je me suis adressé aux autres responsables politiques de gauche, aux autres candidats qui seront présents au premier tour de l'élection présidentielle,
qu'ils me comprennent bien. Je ne pose pas comme préalable, parce que serait la Ve République, qu'il faut se mettre derrière Benoît Hamon, le doigt sur la couture du pantalon et ne rien dire, sinon suivre celui qui est le chef. Ça n'est pas ma conception de l'action politique. Mais je leur demande en échange de ne pas me demander des têtes, parce que cela n'a aucun sens. Le rassemblement, ça ne commence pas par le fait d'exiger des têtes. Oui, il y a des désaccords entre nous, comme il y en a toujours eu dans la gauche. Et que serait le Front populaire? Ou qu'aurait-il été s'il n'y avait pas eu plusieurs gauches? Le programme commun, c'était aussi plusieurs gauches, différentes. La gauche plurielle de Lionel Jospin, c'était aussi plusieurs gauches. Mais comment avaient-elles construit leur rassemblement? Sur le fait de dessiner ensemble un horizon. Et moi, je vous le dis, peu m'importe qui vous êtes, que vous soyez ministre, que vous soyez élu, que vous soyez simple citoyen engagé ou pas, peu m'importe que vous ayez choisi de voter écologiste, socialiste ou front de gauche. Ce qui m'importe aujourd'hui, je le dis à tous les citoyens de gauche, c'est là où nous voulons aller ensemble. C'est l'horizon que nous voulons dessiner. Et il ne peut pas se réduire à un accord d'appareil. Il ne peut pas se construire sur je ne sais quelle négociation d'antichambre. Il se fera dans la clarté, la transparence, ce rassemblement, autour de cet horizon et rien d'autre. Dites-moi où vous voulez aller. C'est ce que beaucoup de citoyens m'ont demandé pendant toute cette élection primaire. Dites-moi où vous voulez aller. Je sais que nous ne partons pas de nulle part. Et je voudrais évoquer le bilan. Vous savez, j'ai rencontré le président de la République cette semaine. Merci pour lui. Je le connais depuis longtemps. Et je sais ce que nous lui devons au moment où il a dû prendre des décisions graves, importantes, pour assurer la protection des Français, au moment où il a choisi d'engager nos forces armées au Mali, au moment où il a réussi, grâce à cette intervention, à éviter que se constitue un sanctuaire terroriste et djihadiste. Il a sauvé des vies de Français, il a su nous protéger, et à ce titre, comme des millions de Français, je lui suis reconnaissant de l'action qui a été la sienne. Mais je veux dire aussi simplement les choses. Si nous ne partons pas de rien, et je vois Najat Vallaud-Belkacem qui est devant moi, notamment dans l'éducation nationale, regardons aujourd'hui ce que la droite veut défaire et nous saurons ce que nous avons fait de bien. Et elle veut défaire beaucoup de choses, dont nous avons aussi fait beaucoup de bien. Et notamment dans l'éducation nationale. Parce que cette priorité qui a été donnée, pas simplement au recrutement d'adultes supplémentaires dans les écoles, les collèges et les lycées, mais la priorité aux primaires, Vincent est là, qu'il avait donné dès le départ avec la loi de refondation de l'école de la République. Le choix de nous inscrire dans un objectif qui était de lutter contre les inégalités à l'école, de ne pas accepter les phénomènes de reproduction sociale à l'école comme une fatalité. Ces choix politiques que nous avons faits aujourd'hui, aucun d'entre nous ne les remettra sérieusement en cause ou ne peut sérieusement les remettre en cause. Voilà un acquis incontestable. Je vais même aller au-delà. Il y a Matthias Fekl qui est là. Mais bravo Matthias, quand tu as dit non au traité transatlantique avec les États-Unis. Bravo! C'était ça aussi notre fierté, de dire il n'y a pas de fuite vers le libre-échange qui permet de reconstruire l'Europe. Parce que tout cela, ça remettra en cause notre modèle social, nos préférences collectives, notre volonté de protéger l'environnement. De cela aussi, moi, je suis très fier. Et de beaucoup d'autres choses. De la façon dont nous avons lutté pour l'égalité femmes-hommes, de la manière dont nous sommes impliqués dans la lutte pour favoriser l'insertion des personnes en situation de handicap, le dernier plan autisme, tout ça va dans le bon sens. Mais je veux dire ceci, c'est que ce bilan a laissé aussi des personnes mécontentes, qui le rejettent, qui le critiquent, et qu'il ne faut pas mépriser cela. Qu'il ne faut pas mépriser cela au moment où nous voulons rassembler, qu'il faut tenir compte de ce qu'ils disent, de leurs déceptions, de leurs inquiétudes, de leur mécontentement, et transformer cette colère, quand elle existe même contre nous, en une aspiration à construire quelque chose qui nous dépasse, nous transcende et nous tourne vers l'avenir. Voilà ce que nous devons réussir. Mais c'est surtout ce que je veux vous dire, c'est que
Ce bilan, de toute façon, s'il est là, ne peut pas être l'axe autour duquel nous faisons une campagne présidentielle. Même quand Lionel Jospin avait un bilan dont personne à gauche, à part les grincheux habituels, ne contestait qu'il ait été sur les 35 heures, les emplois jeunes, la loi exclusion, la CMU, tout ce que nous avions fait, absolument exemplaire, le Pacs qui précédait, le mariage pour tous, grande fierté aussi de ce quinquennat, même Lionel Jospin, avec un bilan exemplaire, nous avons vu qu'un bilan ne suffisait pas à gagner l'élection présidentielle. Notre responsabilité, elle est de prendre ce bilan, de nous tourner vers l'avenir et de dire où nous voulons aller. Et c'est ainsi que j'engage cette campagne aujourd'hui. Où voulons-nous aller? Il y a une phrase de Pierre Rabhi qui a été citée tout à l'heure, qu'on entendait dans le petit clip, qui n'est pas un homme avec lequel je suis d'accord sur tout, mais qui m'a beaucoup interpellé, qui dit, Pierre Rabhi, il ne s'agit pas simplement de se préoccuper de la planète que nous allons laisser à la jeunesse, mais il s'agit de se préoccuper aussi de la jeunesse que nous allons laisser à cette planète. Et voyez-vous, le sens de ma candidature repose pour partie sur les conditions d'existence de mes filles. Je veux le dire ici simplement. C'est frappant de voir que dans une école de la République aujourd'hui, on apprend aux petites filles, aux petits garçons, que certains jours, il ne faut pas aller dans la cour de récréation et surtout pas courir, parce que courir, à cause des pollutions atmosphériques, peut vous rendre très gravement malade. C'est marrant qu'à ces jeunes enfants, puisque nous ne connaissions pas, on leur demande de s'exercer à des exercices de confinement au cas où un terroriste vienne dans les écoles. Voilà ce que sont aujourd'hui les conditions dans lesquelles nos enfants, mes filles, vos enfants grandissent. Un monde qui n'a jamais été aussi anxiogène, aussi menaçant. Et je veux saluer aujourd'hui le courage de nos militaires et notamment de ceux qui, au carrousel du Louvre, se sont défendus contre l'attaque d'un terroriste. Parce que tous les jours, ils sont en première ligne pour assurer notre sécurité. Mais ce monde dans lequel grandissent nos enfants est un monde particulièrement menaçant et angoissant. Angoissant pour eux, comme il devrait l'être pour nous, qui avons les clés pour faire en sorte que les choses changent. Et c'est de cela dont je veux vous parler aujourd'hui. Je veux me concentrer sur ce projet, l'option que je vous propose, mais je commencerai par vous dire que, comme je l'ai dit dans toutes les primaires, je ne suis pas l'homme providentiel. Pas de chance, hein, pour ceux qui le guettaient, mais je ne le suis pas. Non seulement je ne le suis pas, mais je ne le demande surtout pas. Surtout pas. Parce que je ne crois plus du tout dans cette forme d'immaturité qui consiste à proposer un guide au peuple et à la nation, d'ailleurs dans un rapport assez abstrait aux foules et au peuple, qui vous amène à assumer tranquillement être la solution aux problèmes de tous les Français. Moi, je crois dans l'intelligence collective, je crois dans notre capacité collective et démocratique à proposer des solutions et des options, et je rejette absolument ce costume que l'on voudrait me mettre sur les épaules, je le rejette parce qu'il n'est pas bon, parce qu'il n'est pas utile, et parce qu'au bout du compte, je pense qu'il repose sur une tromperie et une imposture. Donc, je me retrouve donc dans cette phrase de Pierre Mendès France, je le cite, et moi j'y crois, dans Pierre Mendès France, qui disait « Choisir un homme, fût-il le meilleur, au lieu de choisir une politique, c'est abdiquer. » Eh bien moi, je vais vous proposer une politique. Je vous propose de ne pas abdiquer derrière la figure charismatique d'un guide ou d'un homme. Je vous propose un choix conscient, lucide, mûr, en faveur d'une option politique. Quelle sera-t-elle ? Quelles sont ces transformations ? Nous sommes à un tournant.
c'est à la fois une conclusion et un début. C'est Stefan Zweig qui parlait ainsi. La conclusion d'un cycle et le début d'un autre. En quoi un cycle s'achève-t-il? Je veux reprendre ce qui a été dit par Dominique Méda tout à l'heure. Je considère aujourd'hui qu'avoir les yeux rivés sur la croissance du PIB avec ce seul objectif nous détourne de l'essentiel, c'est-à-dire les conditions de travail, la recherche du plein emploi, l'amélioration des conditions de vie et d'existence de nos compatriotes, les conditions dans lesquelles ils s'épanouissent, s'émancipent, se réalisent et grandissent. Si nous continuons à avoir comme seul cap la croissance du PIB, nous finirons, par constater qu'il ne revient toujours pas, qu'elle ne revient toujours pas, cette croissance, mais de surcroît, que même quand elle revient, nous ne disposons pas aujourd'hui des instruments pour faire en sorte que la redistribution des richesses garantisse l'égalité. C'est la raison pour laquelle, vis-à-vis de ce modèle de développement, il me semble que notre responsabilité aujourd'hui est de faire en sorte qu'il soit plus tempérant, qu'il se préoccupe des conséquences de l'activité humaine sur la planète, sur la biodiversité, sur nos conditions d'existence. Si nous ne le faisons pas, si nous ne prenons pas ce tournant, si nous n'engageons pas cette transformation, c'est-à-dire la transition écologique en Europe, la conversion écologique de notre économie, la transition énergétique, nous allons rater un des plus grands rendez-vous proposés à la gauche dans son histoire, parce que ce qui se joue là, ce n'est pas simplement la question de savoir comment notre économie sera prospère, mais tout simplement les conditions dans lesquelles nous allons vivre, nos enfants vivront, et nos enfants feront des enfants dans le monde des 10, 15, 20 ans, 30 ans qui viennent. C'est la raison pour laquelle je veux dire que cette transition écologique, je l'engagerai radicalement, et avec des choix politiques que je vous soumets, mais qui rejoignent ce que j'entends. Nous ne pourrons pas, sur le diesel, continuer à dire que nous pouvons coexister avec une industrie qui continue, une fiscalité qui continue à favoriser le diesel. J'ai fixé, et je souhaite rappeler cet engagement-là, un objectif de sortie du diesel d'ici 2025, ce qui ne veut pas dire qu'en 2025, il n'y aura plus de véhicules diesel, cela veut dire que nous n'en mettrons plus en circulation. Et je souhaite que cet engagement soit pris. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas s'inquiéter du fait que nos enfants respirent des particules fines, qu'ils respirent un air en fait irrespirable, et ne pas faire des choix industriels et politiques à la hauteur de ces enjeux-là. Il faudra donc orienter les investissements de façon à ce que la transition vers des mobilités propres, l'efficacité énergétique, la sobriété énergétique soient engagées, notamment sur la question des circulations et des transports. Et cette interdiction du diesel d'ici 2025, je préfère la poser tout de suite, de façon à ce que les moyens qui sont aujourd'hui consacrés à la recherche en matière de moteurs électriques, en matière de moteurs hybrides, soient véritablement mobilisés de façon à offrir des alternatives concrètes aux Français d'ici 2025. C'est pour moi un objectif absolument central. Mais j'irai au-delà. Moi, je ne souhaite plus vivre avec l'imminence de scandales sanitaires qui sont liés à notre impuissance ou souvent, à notre manque de courage. Vous savez, lors d'un des débats, un des 3 débats de ce premier tour, il y a un des 3 journalistes que nous avions en face qui a dit « Bon, bah, Benoît Hamon, parlez-nous des perturbateurs endocriniens, apparemment c'est votre truc. » C'est un peu le truc de tout le monde, je pourrais le dire, hein, parce que... Si je peux me permettre, parce que ces fameux perturbateurs endocriniens, c'est quoi? Ce sont des substances qu'on respire, qu'on avale, qu'on absorbe et qui bouleversent notre développement hormonal. Qui concerne qui d'abord? Les femmes enceintes et le développement du fœtus et de l'embryon. Ensuite, les enfants et plus généralement, nous tous qui allons développer des maladies chroniques en raison de ces perturbateurs. Ces perturbateurs sont liés à quoi? Au fait que l'on fabrique aujourd'hui des produits, que l'on cultive des aliments avec des substances qui sont des substances dangereuses pour notre santé. 100 scientifiques ont signé un appel en commun pour demander l'interdiction de ces perturbateurs endocriniens parce qu'ils constatent quoi? Une explosion des cancers et des maladies chroniques aujourd'hui en France et dans toute l'Europe. Que faisons-nous par rapport à cela? Est-ce qu'on continue à négocier un délai supplémentaire? Ou posons-nous cette question comme une question centrale de cette élection présidentielle pour dire quoi? Que demain, nous voulons que, dès lors qu'il existe un soupçon de dangerosité, garanti d'ailleurs par le principe de précaution inscrit dans la Constitution, j'observe
que François Fillon veut le remettre en cause, ce principe de précaution que nous devons à Jacques Chirac d'ailleurs, que nous devons à Jacques Chirac, dès qu'il existe un soupçon de dangerosité, les industries, ceux qui vendent des pesticides comme ceux qui fabriquent des vêtements, des contenants alimentaires, doivent lui substituer une substance qui soit une substance non dangereuse pour la santé. Pourquoi devons-nous faire cela? Parce que si nous ne posons pas cet engagement tout de suite, ce seront des scandales sanitaires considérables auxquels nous devrons faire face. Et nous devrons rendre compte rétrospectivement des moments où nous aurions pu choisir d'interdire ces produits et où nous ne l'avons pas fait. Je me réjouis d'ailleurs, je le dis parce que c'était une initiative du Parlement, que nous ayons déjà, dans le précédent quinquennat, pris des bonnes décisions sur le bisphénol A notamment, que nous avons interdit les contenants alimentaires. Il était dangereux. Ce que nous avons fait sur le bisphénol A, nous devons le faire sur toute substance toxique qui aujourd'hui est identifiée scientifiquement par l'OMS, par l'Agence nationale de sécurité sanitaire, comme dangereuse pour la santé des Français. La réalité aujourd'hui de ce dont nous souffrons, c'est que ce sont les maladies chroniques qui ont pris une importance de plus en plus grande dans nos vies. Et pourquoi ces maladies chroniques ont pris une importance de plus en plus grande? Parce que nous luttons plus efficacement, merci à la recherche, merci à notre médecine contre les maladies infectieuses, mais surtout que ces maladies chroniques sont directement liées à quoi? Nos modes de vie, comment nous mangeons, comment nous bougeons, ce que nous respirons, mais aussi à notre cadre de vie, à nos habitudes alimentaires, aux addictions qui sont les nôtres, le tabac, l'alcool, le cannabis. Et c'est la raison pour laquelle je pense toujours qu'il faut le légaliser. Mais j'en dirai un mot après. Mais toutes ces addictions, il faut pouvoir lutter contre, et ces maladies chroniques sont aujourd'hui ce qui affecte le plus la santé des Français. Elles nous invitent à quoi? Eh bien, elles nous invitent à avoir des politiques de santé qui se préoccupent de la santé environnementale. C'est aussi pourquoi je souhaite que soient inscrits dans la Constitution les biens communs, le droit à respirer un air de qualité comme à boire une eau de qualité, qui donneront donc un principe constitutionnel, juridique, indiscutable, à partir desquels construire des politiques publiques qui nous permettent de mieux protéger l'environnement, donc mieux protéger la santé des Français. Cette question, tout à l'heure, Anne disait, en parlant de sa ville, « Vive les bobos !» Mais sur les questions de santé environnementale, vive les bobos et tous les autres, parce que ceux qui sont les premières victimes aujourd'hui d'un air insupportable quand on vit à proximité d'un grand axe routier, ceux qui consomment une alimentation qui est l'alimentation qui parfois met le plus en danger leur santé, ce sont toujours les plus modestes et les plus pauvres. Et nous ne pouvons plus dissocier la question sociale de la question écologique. Et c'est la raison là aussi pour laquelle je veux que demain, sur le mix énergétique, nous poursuivions notre objectif qui est de diminuer la part d'électricité produite par le nucléaire. Il faut se fixer des objectifs ambitieux en matière de transition énergétique et d'augmentation de la part des énergies renouvelables. Si nous ne le faisons pas, si nous n'inscrivons pas au cœur du contrat entre l'État et EDF cet objectif comme central, eh bien, là encore, nous raterons un des grands rendez-vous que nous devons prendre vis-à-vis des générations futures. Je l'ai dit, je le répète, il y avait une très belle phrase de Claude Barthelone qui disait « On peut s'accommoder de 3% de déficit public, pas de 3 degrés en plus ». Et c'est vrai qu'avec les uns, on peut négocier, avec la nature, on ne pourra pas. Et les choix politiques qui doivent être faits doivent être ceux-là. Moi, je ne vous propose pas que demain, on passe à 6-7%, je veux rassurer les importants, de déficit public. Je dis simplement qu'il faut hiérarchiser les priorités. Regardez là où elles sont. Et si nous devons demain consentir dans le cadre d'une trajectoire des finances publiques qui sera pensée, raisonnable, mais nous devons consacrer l'essentiel de nos investissements à la transition écologique, il ne faudra pas mégoter sur ces choix politiques-là, sur les investissements qui seront nécessaires, sauf là encore, à préparer des mécontentements et des déceptions qui seraient encore plus grandes demain et légitimes de la part de nos enfants. Voilà la première transition qui me semble être une des transitions les plus importantes, celle d'un nouveau modèle de développement. Au passage, j'adorais citer ça, cet économiste américain dans la primaire, je vais le redire, mais je crois beaucoup à ce qu'il disait dans les années 60, Kenneth Boulding, qui disait « Ceux qui croient en une croissance exponentielle infinie dans un monde fini
sont soit des fous, soit des économistes. Bon, ben moi je vous propose qu'en tout cas, dans ce domaine-là, nous nous préoccupions d'autres objectifs que seulement la croissance du PIB. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en faire, ça veut dire qu'il faut se préoccuper de son contenu, qu'il faut se préoccuper de quelle manière cette croissance vise effectivement le plein emploi, vise le partage du travail et surtout s'assure que nos modes de production et nos modes de consommation ne se font pas au détriment de notre cadre de vie et de la planète. La deuxième transition, elle a été abordée par Dominique Méda. Et je vais prendre les paroles du président Obama dans son dernier discours à la Maison-Blanche. Que disait-il ? Le principal bouleversement économique que les États-Unis d'Amérique doivent anticiper ne vient pas de l'étranger. Il vient de l'automatisation incessante de nos activités qui rendent obsolètes des millions d'emplois des classes moyennes aux États-Unis. Dominique Méda l'a dit, peu importe les chiffres, ils sont quand même assez alarmistes. Entre 50 ou 9% des emplois directement menacés par la révolution numérique, cette réalité est là et je vous propose, quand on n'est pas d'accord avec elle, de lui opposer autre chose qu'une foi, une croyance, mais une démarche scientifique, rigoureuse. Aujourd'hui, nous avons une donnée, la révolution numérique, c'est formidable et il ne faut surtout pas l'empêcher, va nous permettre de travailler moins, va nous permettre de produire tout ce dont l'humanité a besoin avec moins de travail humain nécessaire. C'est une opportunité incroyable. Et ne la vivons pas comme une mauvaise nouvelle. C'est une excellente nouvelle. Et laissons les start-upers start-upper, chercher, trouver, les chercheurs continuer et nos ingénieurs à être innovants dans le domaine des nouvelles technologies et de la révolution numérique, mais nous, responsables politiques, n'ayons pas une sorte de regard béat sur l'innovation technologique, faisons le travail pour lequel nous sommes attendus, comment maîtriser l'impact de cette transition numérique sur le travail et sur la vie de nos compatriotes. Moi, je ne demande pas, je le dis, aux responsables politiques de courir les salons du numérique. C'est bien, on y trouve des choses formidables. Je leur demande de soutenir l'innovation partout où elle est, de mettre en place un écosystème financier qui permet à ces jeunes projets, ces jeunes pousses de devenir demain les grandes entreprises, les Google français, Amazon, que sais-je encore, que nous n'avons pas encore. Même s'il existe chez nous, grâce à un excellent niveau en mathématiques, grâce à d'excellents informaticiens, des projets qui sont des projets qui sont extrêmement prometteurs, moi je nous demande, nous, responsables politiques, nous, citoyens, de penser ce que sera l'impact de cette révolution numérique sur le travail et de quelle manière maîtriser cette transition-là. Je propose deux voies. La première, elle a beaucoup fait parler, je le sais, c'est le revenu universel d'existence. Et elle continuera à faire parler. Et je comprends pourquoi. Et je comprends pourquoi. Parce qu'une partie des questions que pose le revenu universel d'existence sont sans réponse puisque nous ne disposons d'aucune forme d'expérimentation à l'échelle d'un pays pour anticiper, par exemple, les conséquences sur les salaires du revenu universel d'existence. Conduira-t-il à l'augmentation ou à la baisse des salaires? Vraie question qui dépendra très largement des secteurs dont on parle, ceux dans lesquels il existe une forte pression à l'embauche, ceux dans lesquels il y a une forte demande de travail. Nous verrons les conséquences que cela peut avoir sur le salaire. Mais plus globalement, il me semble que nous devons réfléchir en fonction de ce qui se passe et pas de ce qui fut. Et ce qui me frappe, ce sont aujourd'hui les conditions de travail des nouvelles générations. Ils connaissent un travail que nous n'avons, objectivement, dans cette salle, à part les plus jeunes, jamais connu. De quoi parle-t-on? On parle de contrats courts, d'alternance entre le travail salarié et le travail non salarié, d'obligation de se former à une époque où on pensait, ou à un moment où on pensait pouvoir s'insérer, de se reformer, de changer d'orientation, de disposer de droits quand on veut créer une activité, une entreprise. Bref, ils vivent une situation qui n'a rien à voir avec les conditions d'insertion sur le marché du travail que nous avons connues. Et qu'est-ce que cela appelle de notre part? À mes yeux, cela appelle de penser les droits, les protections qui doivent équiper ces générations de façon à ce qu'elles ne soient pas moins protégées que nous ne l'étions nous-mêmes. Pourquoi je souhaite aujourd'hui que le premier étage du revenu universel d'existence soit mis en œuvre pour les 18-25 ans? Parce qu'ils expérimentent justement ces bouleversements du travail, parce qu'ils ont besoin, eux, de l'autonomie pour pouvoir se projeter dans l'avenir. J'étais très frappé quand Emmanuel Macron disait, je vais le citer une fois, qu'il fallait augmenter le temps de travail pour les jeunes et le baisser une fois qu'on était un peu plus vieux. C'est à peu près ça qu'il propose. Mais je veux juste lui dire, ça c'est... Alors typiquement,
la proposition de quelqu'un qui jongle avec les fuseaux horaires, les nouvelles technologies, mais qui ne connaît rien du travail tel qu'il se déploie aujourd'hui dans notre pays. Mais rien du tout. Parce que ce dont on a besoin aujourd'hui, quand on est jeune, c'est de disposer des moyens d'articuler sa vie personnelle et sa vie professionnelle. Parce que quel est celui qui, avec les quelques 100 € ou 200 ou 300 € de son travail fait chez Uber, va obtenir un logement? Qui est celui qui, avec l'absence de contrat de travail, mais ses petits revenus complémentaires, va obtenir un prêt? Mais tout ceci est complètement à côté de la plaque. La réalité, c'est que si nous devons donner des moyens à des personnes en priorité pour organiser leur vie entre la vie professionnelle et la vie personnelle, ce sont d'abord aux nouvelles générations. Plutôt que de penser, oui, elles aspirent à travailler beaucoup parfois, mais parfois non. Et je veux le dire ici, il y a des hommes et des femmes qui, même à 18 ou 20 ou 25 ans, vivent le travail comme parfois une souffrance. Ça n'est pas que le malheur, le travail, mais c'est aussi parfois le malheur. Et il nous revient à nous, responsables politiques, de regarder cette réalité en face. Nous, ça va bien. Quand on se lève le matin, on est content d'aller travailler, si tant est qu'un mandat politique soit un travail. Et je le dis, on est content. Mais arrêtons de penser que tout le monde est content. Et que tout le monde est heureux d'aller travailler. Tout le monde est heureux d'avoir un salaire, mais tout le monde n'est pas heureux de son travail. Quand ce travail est lourd, pénible, qu'il broie, qu'il mutile. Et notre responsabilité est de penser ce partage du travail, de telle manière que demain, plutôt que d'accepter que le partage du travail se fasse entre des chômeurs, des travailleurs, et au milieu de ces travailleurs, beaucoup de travailleurs qui souffrent, nous puissions avoir demain un partage du travail qui offre des réponses adaptées à tous, qui ne sont pas forcément que du travail salarié, qui peuvent être des formes nouvelles de travail, mais qui équipent chacun en droit, de façon à ce que personne demain ne soit moins protégé que nous l'avons été nous-mêmes. Nous-mêmes, parce que c'est bien de cela dont on parle. En conséquence de quoi, je proposerai donc que ce revenu universel d'existence, qui sera, je le répète, une fusée à plusieurs étages, commence par les bénéficiaires du RSA, en automatisant la distribution du RSA. Aujourd'hui, le RSA n'est distribué qu'à partir du moment où on le demande, et ainsi un tiers de ceux qui y seraient éligibles n'en bénéficient pas. Je souhaite que le RSA soit porté à 600 € immédiatement, c'est-à-dire revalorisé de 10% pour qu'il corresponde à une rémunération un peu moins modeste qu'elle ne l'est aujourd'hui, et que, dès 2018, nous expérimentions donc la mise en œuvre du revenu universel d'existence pour les 18-25 ans, comme un moyen de leur redonner de l'autonomie, de la maîtrise de leur vie, plutôt que de les laisser subir la précarité, la pauvreté qui est endémique chez les jeunes, et souvent le chômage, ce qui est aussi une réalité. D'ailleurs, au passage, je veux dire que quand j'étais, pour démentir tout ce qu'on peut entendre, je ne vais pas faire trop long, mais quand j'étais dans des incubateurs d'entreprises, quels étaient ceux qui me disaient « vive le revenu universel » ? C'était ceux qui créaient des entreprises et qui me disaient « dans cette période, on n'a rien. On ne sait pas comment se protéger, on ne sait pas comment vivre. » Dans des moments où on aimerait créer de l'activité qui fera peut-être dans 2, 3 ans 10, 20, 30, 100, 2000 emplois. Ce sont eux, toute cette jeunesse vivante, innovante, qui aspire à disposer de droits et de protection. Je le dis parce que je n'oppose pas les uns aux autres, je n'oppose pas les trajectoires les unes aux autres, j'essaye de penser ce que peut être demain la protection sociale ou un pilier nouveau de la protection sociale du XXIe siècle. Et à ceux qui, à droite, pardon de le dire, me disent « mais c'est irréaliste, monsieur Hamon, c'est pas possible de proposer des choses pareilles, vous allez ruiner l'économie française. » Bon ben voilà, il fut un temps où des rêveurs, de doux rêveurs, ont fait, à partir du CNR, la sécurité sociale au moment où le pays était ruiné. Le pays avait un appareil industriel à plat, et ils ont fait la sécurité sociale, les retraites, l'assurance maladie. Et ils ont rêvé si fort que ce fut possible. Eh bien, nous allons rêver si fort que cela sera possible. La troisième transition concerne l'Europe. Et je veux préciser le projet européen qui, aujourd'hui, me mobilise. Nous vivons un moment incontestablement dangereux. Jean-Christophe, tu l'as évoqué dans ton intervention, mais l'hostilité de Donald Trump à l'égard de l'Europe, qui fait écho à celle de Vladimir Poutine à l'Est.
la fragilité du projet européen qui n'a plus véritablement aucun finalement agenda mobilisateur qui permette une intégration supplémentaire, nous met dans une situation qui est une situation tout à fait inédite. Et il me semble que ce moins d'Amérique qui se profile, d'ailleurs qui confirme pour partie sur les questions de défense, ce qui était déjà une orientation de l'administration Obama qui avait fait de sa priorité stratégique l'Asie et non plus l'Europe. Cette situation désormais renforcée par les déclarations hostiles de Donald Trump quand il se félicite du Brexit ou quand il dénonce l'Allemagne au cœur de l'Europe, nous amène à devoir resserrer les rangs. Je propose 4 axes. Le premier, c'est la défense européenne. Il me semble aujourd'hui que nous sommes, c'est même pas il me semble, la France est le seul pays de l'Union européenne à disposer d'un outil de défense complet. Elle dispose de forces nucléaires, de dissuasion, terrestre, aérienne et navale. Cet outil de défense complet lui donne une responsabilité, celle de se tourner vers nos partenaires et de leur proposer que sur le plan industriel comme sur le plan militaire, nous disposions demain des coopérations qui nous permettent de faire face à ce qui sera le désengagement des États-Unis dans la protection du continent européen. C'est le premier engagement que je prends. Il est, à mes yeux, essentiel que sur ces questions de sécurité aux frontières, de sécurité continentale, de capacité de projection de nos forces, nous ayons une stratégie européenne beaucoup plus dense qu'elle ne l'a été auparavant, parce qu'elle est cette fois-ci dictée par l'urgence d'une instabilité nouvelle, l'arrivée de Donald Trump renforcée par celle de Vladimir Poutine. Et je redis d'ailleurs que moi je ne tiens pas pour acquis le viol de la légalité internationale en Crimée, que je ne tiens pas non plus pour acquis le fait d'organiser délibérément la déstabilisation d'un pays, l'Ukraine, parce qu'on n'est pas d'accord avec sa majorité politique, quoi qu'on en pense. Et je le dis à toutes celles et ceux qui sont fascinés par Poutine, à gauche comme à droite, fascinés par Poutine, par je ne sais quel surplus de testostérone ou de virilité qui sert de modèle à des hommes providentiels putatifs. Mais ce n'est pas mon modèle à moi. Mon modèle, il tient au fait de rappeler que la France a une politique extérieure indépendante. Une politique extérieure indépendante des États-Unis, même si les États-Unis sont un allié privilégié, une politique indépendante de la Russie. Et c'est pour cela que j'arrive au deuxième pilier. Sur la question énergétique, il me semble qu'il faut reprendre la très belle idée de Jacques Delors d'un traité de l'énergie, dans le sillage de ce qu'avait été le traité de la Communauté européenne du charbon et de l'acier. Refaire de l'énergie le moyen de se projeter vers l'avant. Jacques Delors le proposait et disait quoi? Nous avons aujourd'hui besoin, pour certains pays, de sécuriser l'approvisionnement, de coopérer entre États pour assurer la souveraineté énergétique du continent européen, de nous appuyer sur les extraordinaires capacités de nos entreprises dans le domaine énergétique. 40% des brevets déposés dans le domaine énergétique le sont par des entreprises françaises. En stimulant ce marché-là, nous pouvons avoir une place privilégiée dans le monde. Sécurité des approvisionnements, coopération entre États, dynamisme de nos entreprises peuvent bâtir ce que doit être le socle d'un traité de l'énergie, autour duquel nous retrouver sur un agenda de construction qui engage aussi, troisième axe, la transition écologique de notre économie européenne. Vincent l'avait proposé lors de la campagne des primaires. Je rejoins cet objectif. Il faut porter l'effort en termes d'investissement en faveur de la transition écologique et de la lutte contre les inégalités sur le territoire européen entre ceux qui vont mal et ceux qui vont bien. Il faut la porter à 1 000 milliards d'euros, selon d'ailleurs des effets de levier qui ne peuvent pas continuer à être de 1 à 10, comme le propose aujourd'hui le plan Juncker, parce que à rester avec des effets de levier aussi forts, on ne finance que des projets qui sont extrêmement rentables. Il faut là aussi investir dans des projets plus patients, plus tempérants, où les retours sur investissement sont plus longs à obtenir. C'est là où nous avons besoin d'une puissance publique européenne. Je salue d'ailleurs Harlem Désir, qui est là et qui connaît mieux que quiconque ces questions-là et ces enjeux. Le troisième axe, il est plus difficile, je le reconnais. Il est plus compliqué. Moi, je souhaite que demain, il y ait une régulation démocratique de la zone euro. Je souhaite que nous ayons une assemblée parlementaire de la zone euro qui permette quoi? Que les choix politiques qui seront faits dans la zone euro, y compris les cibles qui peuvent être choisies en matière de convergence de nos économies, que cela soit fait dans un cadre qui soit
non plus une régulation intergouvernementale, mais une régulation politique et démocratique. J'aspire à un nouveau traité budgétaire européen qui permette de se fixer cet objectif, même si je sais aujourd'hui que Mme Merkel, comme beaucoup de sociodémocrates allemands, ne sont pas forcément favorables à cela. Mais je retiens quand même cette phrase de Sigmar Gabriel à Mme Merkel, qui indique aussi que cela bouge chez nos partenaires allemands. L'Allemagne n'est pas un bloc homogène, ce n'est pas un bloc granitique où tout le monde, à gauche comme à droite, défendrait les mêmes positions. C'est vrai sur le travail, c'est vrai sur l'économie, mais Sigmar Gabriel demandait à Mme Merkel et lui reprochait de n'avoir toujours pas répondu à la question suivante. Vouloir que les Français baissent de 0,5% leur déficit public vaut-il le risque que Marine Le Pen arrive au pouvoir? C'est lui-même qui le dit. Et je retiens de cette question-là qu'aujourd'hui, ces questions de convergence sur les déficits sont finalement secondaires. Ce qu'il faut que nous ayons, c'est un projet qui soit un projet qui fixe ce que sont nos préférences collectives, ce que nous voulons développer comme ce que nous voulons protéger. Surtout quand on se tourne vers les États-Unis pour envisager un accord de libre-échange, fort heureusement, il est mis de côté, mais nous ne pouvons plus demain nous engager dans des négociations commerciales sans vouloir clairement protéger ou sans savoir ce que nous voulons protéger. Traité budgétaire, traité de l'énergie, 1 000 milliards sur l'investissement sur la transition écologique et l'Europe de la défense seront les 4 axes que je proposerai demain à nos partenaires européens. Je rajoute, même si je suis trop long, c'est ça? On ratera le 13h, c'est ainsi. Je rajoute qu'il me semble que ce sera impossible si le rassemblement que nous voulons construire en France, nous ne le construisons pas politique en Europe. Il nous faut un arc d'alliance. Quand les hommes et les femmes de gauche mènent des combats en Europe, ils sont souvent trop seuls. Ils sont souvent trop seuls. Quand ils se retournent, il n'y a pas grand monde. Même quand ils résistent au Conseil ou à la Commission européenne. Nous devons retenir de ce qui s'est passé en Grèce, de ce qui s'est passé en Belgique, des moments où c'est l'alliance des gauches qui a manqué. Et ce devra être une priorité pour le futur chef de l'État, comme pour sa future majorité, que de construire un arc d'alliance sur un projet politique ambitieux en matière européenne. Je voudrais terminer donc, parce que je suis par une question importante à mes yeux, qui est celle de la démocratie. J'ai proposé, et je sais que cette proposition a fait débat, non seulement une 6e République, mais celle-là, maintenant, je crois, réunit à peu près presque tous les socialistes, en tout cas beaucoup de la gauche. Mais j'ai proposé des mesures qui visaient à faire respirer la démocratie. Il me semble aujourd'hui que ce dont nous souffrons, ce n'est pas un trop-plein de démocratie, mais c'est de pas assez de démocratie. Et c'est frappant de voir combien nos concitoyens aujourd'hui aspirent ou demandent à être pris en compte. Alors, ce n'est pas forcément pour participer à des assemblées citoyennes en permanence où ils seraient amenés à donner leur avis sur tout, mais à ne plus devenir invisibles entre 2 élections. Que se passe-t-il aujourd'hui, sinon quoi? Nous votons, nous devenons invisibles et puis on nous rappelle aux urnes 5 ans plus tard. Quelle est la capacité réelle des citoyens à participer aux décisions qui les concernent? Habermas disait que la légitimité d'une démocratie est mise en cause quand le cercle de ceux qui décident ne recouvre plus le cercle de ceux qui subissent la décision. Le fossé entre les citoyens et les politiques, il est là. Le sentiment que les décisions leur échappent et que quand elles leur échappent, il n'y a pas moyen de rattraper les choses, pas moyen de reprendre la main. Et bien moi, je cherche et je vous proposerai des moyens pour les citoyens de participer à l'élaboration de la loi, à la fabrication de la loi, et bravo à l'excellente loi numérique d'Axel Lemaire, qui est la première loi collaborative et participative de la République française. Mais c'est vrai en plus. Dans le sillage de ce qui s'est fait dans les démocraties scandinaves, dans certaines démocraties anglo-saxonnes, nous devrons penser à la manière dont nous associons les citoyens à la fabrique de la loi. Mais j'insiste sur le fait que les citoyens doivent pouvoir aussi, à certains moments, alors en l'encadrant bien sûr, mais reprendre la main. Le 49.3 citoyen que j'ai proposé vise à quoi? Non pas à empêcher la réforme. D'ailleurs, au passage, faisons attention à imaginer que le peuple est en retard sur nous. Je peux vous assurer que sur la PMA, le peuple est en avance sur nous. Je peux vous assurer que sur la fin de vie et le droit à mourir dans la dignité, le peuple est en avance sur nous. Je pense que si on avait écouté le peuple, on aurait même eu le mariage pour tous avant même qu'on le fasse.
et l'adoption pour les couples homosexuels. La réalité aujourd'hui, c'est que sur beaucoup de questions, nous avons un peuple français qui aspire au progrès, à la solidarité, à l'épanouissement, au respect de l'autre. Et qu'il ne faut pas croire que dans ce que sont nos conciliabules extrêmement féconds, intelligents, nous soyons toujours en avance sur le peuple. Il lui arrive, quand il dit non, d'être parfois mieux avisé que nous. Et quand il dit oui, aussi. Et moi, je veux que cette possibilité que le peuple fasse irruption dans les processus politiques et démocratiques lui soit donnée. Nous mettrons en œuvre le 49.3 citoyen dans des conditions qui lui permettent de coexister avec une démocratie représentative et parlementaire. Je prends cet engagement-là, mais je retiens que ce principe doit être retenu comme une manière de faire respirer la démocratie. Je crois qu'elle en a beaucoup, beaucoup besoin. Je m'appuierai aussi sur les travaux remarquables qui ont été ceux d'Arnaud sur la 6e République. Moi, j'aspire à une 6e République, pas pour dire qu'on se débarrasse de la 5e, mais pour simplement dire que, voilà, ça fait maintenant 70 ans que nous vivons avec cela. Elle était bonne, la 5e République. Après-guerre, elle a été pensée par le général de Gaulle pour lui et assez bien adaptée à ceux qui lui ont succédé. Mais il est temps maintenant d'engager une nouvelle ère politique et démocratique qui s'appuie justement sur des respirations, des contre-pouvoirs nouveaux. Les contre-pouvoirs, ça n'est pas l'empêchement d'agir. C'est parfois le meilleur moyen de donner de la légitimité, de la transparence, du soutien à la volonté de réformer et de transformer la société. C'est ainsi que je le vois et c'est ainsi que nous organiserons les conditions de la mise en œuvre d'une 6e République. Je ferai des propositions dans ce domaine de façon à ce que les parlementaires disposent d'un mandat constituant dès le départ, que nous n'ayons pas à refaire cet exercice ensuite. C'est en tout cas l'engagement que je prends, la mise en œuvre dans le prochain quinquennat d'une 6e République. Voilà. Je n'ai pas dit la moitié de ce que je devais vous dire, mais comme il y a 3 mois de campagne, ça tombe bien. Je vais juste terminer par un personnage qui a joué un rôle clé. Il n'est plus vivant, mais dans la philosophie de l'action qui est la mienne, un intellectuel qui nourrit en permanence à la fois ma réflexion sur ce que nous faisons et sur ce futur désirable que je veux construire avec vous. Il s'agit d'Albert Camus. Et Albert Camus avait, dans un très joli texte, merci pour lui, dans un très joli texte, dit cette phrase qui a, en tout cas, qui fait chaud au cœur à tous les amoureux de la Méditerranée, de l'Algérie, mais surtout à tous les amoureux de la politique et ceux qui croient que la politique peut changer les choses. Il parlait d'une époque, la sienne, comme d'un hiver, un hiver qui grondait, où le matérialisme dominait et où il voyait échapper aux hommes, à leur contrôle, le sens qui était celui que donnait l'humanité à son développement. Et il disait, Albert Camus, au terme d'une réflexion personnelle importante, au milieu de l'hiver, je découvris que subsistait en moi un invincible été. Que nous disait-il? Qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous vivons, les nuages sont nombreux, les menaces sont lourdes, et que les transitions que nous allons devoir proposer aux Français ne sont pas sans inconnus. Et que moi, j'accepte de dire que je n'ai pas la réponse à tout, et je pense qu'il faut que nous revendiquions dire que nous n'avons pas la réponse à tout. Les nuages sont nombreux et nous sommes au milieu de l'hiver. D'ailleurs, ce matin, il pleut dehors et la pluie nous a accueillis. Mais ce que je veux vous dire, sincèrement, ici, c'est faites comme Albert Camus. Voyez, regardez l'été qui vient. Désirez cet été qui vient. Croyez-y de toute votre force. Et alors, nous serons invincibles. Merci. Vive la France, vive la République.
Benoît.